Effectivement, je vais commencer par quelque chose qui sera peut-être plus de l'ordre du rapport d'étonnement que d'une synthèse, parce que je crois que d'abord les ateliers ont rendu compte déjà de leur propre travail, et je pense que l'objectif était peut-être pas tellement d'arriver tous à un point qui ferait l'unanimité, mais d'enrichir un peu la journée, enfin de faire état de la richesse de la journée en tout cas. Et donc c'est plutôt, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant que j'ai cette approche-là de rapport d'étonnement plutôt que de synthèse. Je sais absolument pas combien de temps je vais prendre, si ça va être 3 minutes ou si ça va être 30, mais en tout cas, il faut pas hésiter à m'arrêter. Il faut pas hésiter aussi même à me poser des questions si vous voulez. C'est pas un spectacle, ou alors c'est participatif, on va dire. Et la première chose que je voulais dire, c'est que d'abord, je trouve que moi, j'ai été vraiment frappé par le fait que l'ensemble des ateliers nous plaçaient dans des conditions de co-construction de la connaissance. C'est-à-dire, on a bien vu à travers. Alors d'abord, j'ai pas commencé. Pour commencer, j'ai pas fait le tour de tous les ateliers. Je pensais faire ça au départ, mais ça s'est pas vraiment fait de cette façon-là. J'ai pas visité tous les ateliers parce que je me suis rendu compte que, en fait, j'aurais pas forcément capté grand-chose à part peut-être l'ambiance des ateliers, mais qui était déjà bien rendu compte par les présentations qui ont été faites à la fin. Donc j'ai participé à une bonne partie d'un des ateliers. Et puis ensuite, je me suis mis pas trop loin de l'atelier sur la propriété intellectuelle, donc j'entendais un petit peu ce qui se passait sans être vraiment dedans. Et puis ensuite, je suis venu par ici faire un petit peu d'autres choses et réfléchir. Mais je trouvais que d'une manière générale, en fait, la journée et les ateliers nous mettaient vraiment dans des bonnes conditions de coproduction, dans des conditions. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant d'être dans cette situation-là. Voilà, parce que je crois que c'est sûrement presque une marque de fabrique de la question des communs, de voir comment est-ce qu'on arrive à fabriquer ça ensemble, quoi, d'une certaine façon. Ensuite, en écoutant les comptes rendus, j'ai noté un certain nombre de choses et de tout ça, j'ai tiré un certain nombre de mots-clés sur lesquels je vais essayer de rebondir et de bavarder un petit peu. Donc, voyons ce que ça donne. En complément de ce que je viens de dire à l'instant, ce qui m'a frappé aussi, c'est que beaucoup des ateliers, en fait, ont eu besoin de convoquer l'expérience ou de convoquer l'action pour travailler. C'est-à-dire qu'il y a de la théorie, mais on a besoin finalement de repartir de l'action, de repartir de l'expérience pour pouvoir se confronter à la question des communs. Et ça, c'est quelque chose qui est presque... Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'était le cas dans tous les ateliers, mais c'était pratiquement tous les ateliers qui ont fait référence à ça, fait référence à chacun sa propre expérience. Il y a même un atelier qui était construit sur finalement une sorte de manière de raconter sa propre expérience. Passée, présente, etc. Ensuite, si je rentre un peu dans ces fameux mots-clés ou si je rebondis sur un certain nombre de mots qui ont été utilisés, je vais commencer d'abord par rebondir sur le mot définition et définition des communs, parce que c'est quand même quelque chose qui... moi, ça me frappe, c'est qu'à chaque fois qu'on organise quelque chose sur les communs, on nous demande la définition des communs. Je pense que Michel, tu dois être confronté à ça encore bien plus souvent, parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire des conférences comme ça, mais à chaque fois qu'on organise quelque chose, on nous demande de donner une définition des communs, et si possible, une définition définitive. Or, je pense que précisément, on a besoin de différentes définitions, on a besoin d'une variété de définitions. Il y a des définitions qui se construisent à l'intérieur de cadres particuliers, de certains cadres disciplinaires scientifiques, etc. Mais on est dans un... moi, je suis convaincu que pour les communs, on a besoin en fait
considérer que le processus même de la définition fait partie de l'apprentissage ou fait partie de la découverte, de l'appropriation de la question des communs, et que c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en considération en tant que tel. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas besoin à certains moments de poser des définitions pour pouvoir faire certains travaux, comme on définit un cadre de pensée, un cadre de travail, par exemple. Mais que vraiment, cette question qui revient, elle est lourde de sens, non seulement sur le fait que qu'est-ce qu'exprime ce besoin, finalement, au-delà de la réponse qu'on pourrait lui donner, au-delà de l'attente d'une réponse, qu'est-ce que ça exprime en tant que tel de la façon dont on est confronté. Enfin, je trouve que ça veut dire quelque chose de la façon dont on est confronté à la question des communs. Parce que même si, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on part de l'expérience, on part de son action, on part de sa pratique, en fait, on a toujours besoin de voir si ça correspond à quelque chose. Et ce différentiel-là, je pense que ça serait intéressant de le creuser un peu, d'une certaine manière, peut-être. Alors, si je continue dans le cheminement, le deuxième terme que je vais adopter, que je vais retenir, c'est le terme de vocabulaire, parce que il est revenu très souvent dans les rapports des ateliers. Je ne vais pas dénombrer à chaque fois, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est ressorti de manière assez fréquente. Et je pense que moi, c'est un terme que j'aime bien. Je dirais aussi pourquoi en parlant de Remix the Commons tout à l'heure, mais c'est un terme que j'aime bien parce que je trouve que ce qui est intéressant derrière ce terme, c'est de regarder à la fois le vocabulaire en tant que tel, c'est-à-dire les concepts qui sont contenus dans ce vocabulaire. Je pense que ce qui est intéressant dans les communs, c'est qu'on invente du vocabulaire. On invente le prix libre, on invente l'assemblée des usages, on invente tout un ensemble de mots qui reflètent ou qui veulent nommer des pratiques qui sont parfois même simplement des réinventions du passé. Parce que le prix libre, par exemple, c'est pas une invention. Enfin, ce sont des choses qui ont déjà existé. Donc on peut être dans une réinvention, mais peu importe, c'est pas ça le problème. Le fait est que, en fait, on nomme des choses et que ces choses-là, on les nomme comme ça parce qu'on en a besoin aujourd'hui, parce qu'elles n'existent pas dans notre vocabulaire, je dirais, usuel, quoi. Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a un deuxième aspect que moi, je trouve aussi très intéressant, c'est que, en fait, et c'est aussi en travaillant sur la définition des communs que moi, j'ai eu cette sensation-là, c'est que, en fait, le vocabulaire, il nous raconte aussi ce que sont nos visions du monde, d'une certaine manière, ou en tout cas ce qu'on attend ou ce qu'on projette à travers le monde. Par exemple... lorsque on utilise le vocabulaire pour nommer nos projets. Par exemple, quand on parle de fabrique, quand on parle de laboratoire, j'ai entendu par exemple le terme de laboratoire de théâtre. C'est quand même assez étonnant comme expression si on regarde bien, laboratoire de théâtre, parce que c'est a priori deux termes qu'on ne va pas spontanément associer. Pourtant, ça veut bien dire qu'on projette derrière cette idée-là, une certaine vision du monde. Et cette vision du monde, elle est, elle est à prendre en compte. Ce sont des choses à prendre en compte. Alors, quand on avait fait, par exemple, le travail sur la définition des communs dans Remix the Commons, quand on a commencé au tout début de Remix, on avait fait une collection de définitions des communs. En fait, ce qui était frappant, c'était de voir que à chaque fois que les gens définissaient les communs, ils définissaient quelque chose en référence à un certain univers ou à une certaine vision du monde. Par exemple, une vision, je dirais, technique, ou basée sur de la technique. Une vision basée sur une forme de spiritualité ou une relation au spirituel. Un exemple très concret, c'est quand souvent les gens qui parlent de l'eau comme commun, ils nous disent que l'eau, c'est un commun parce que c'est la source de la vie. C'est pas faux en soi, mais ça veut dire des choses de la façon dont on voit le monde, parce que l'eau n'est pas que la source de la vie, c'est aussi, on peut la voir de manière totalement différente. Et donc quand on a quand on multiplie comme ça les définitions et les références à quelque chose qui est de l'ordre du politique, en fait, on est en train de
d'accumuler derrière les communs toute une richesse de visions du monde qui sont, à mon avis, importantes à prendre en considération, et à prendre en considération non pas comme des mises en concurrence, mais comme des choses qui viennent peut-être s'ajouter, peut-être s'allier, peut-être se renforcer les unes les autres, s'enrichir les unes les autres, etc. Et je pourrais prendre d'autres exemples. On utilise le terme de... Par exemple, le nom du lieu où avaient lieu les ateliers, la maison. Je pense que si on se reporte... Moi, je suis vieux. Hein, je veux dire, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, on travaillait dans des maisons de jeunes. Je ne suis pas sûr que le terme de maison, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, ici, dans je ne sais pas comment appeler ça, l'équipement squat, le projet où on était tout à l'heure, je ne suis pas sûr que l'usage du mot maison soit exactement le même que dans la maison des jeunes ou dans la maison de quartier, par exemple. Et je trouve que là, voilà, il y a des choses qui sont assez intéressantes à regarder, parce que d'une certaine façon, encore une fois, elles montrent de quelle manière on est affecté par ces questions-là. Comment est-ce que ces projets-là, comment est-ce que ces dispositifs-là, ils viennent nous toucher d'une certaine façon. Alors, si un autre terme auquel je pense, c'est le terme de tiers-lieu, je ne sais plus, on a utilisé le mot tiers tout à l'heure, je n'ai plus en mémoire ce que c'était, mais si, il y a eu tiers-paysage, par exemple, qui a été utilisé, la référence au tiers-paysage. Mais le tiers, c'est aussi le tiers-état, hein, par exemple. Donc, ça serait intéressant de regarder. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ces mots-là, ils ont leur histoire, ils portent aussi d'autres choses. Et c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'on peut déplier ça, comment est-ce qu'on peut déplier ces histoires. Moi, je trouve ça... Enfin, ça m'excite personnellement. Je trouve ça intéressant. Alors, un autre terme que je vais retenir, c'est le terme de plateforme. Il me semble qu'il a été utilisé aussi plusieurs fois, et je trouve qu'il est... Enfin, moi, j'avais envie de le mettre en relation avec deux choses. D'abord, de dire que plateforme... on a aujourd'hui l'habitude de parler de plateforme quand on parle de plateforme numérique, de plateforme de coopération, de plateforme, enfin d'un outil technique en fait, qui nous permet de nous relier les uns aux autres. Mais moi j'aime bien quand même repenser que plateforme, c'est aussi le terme que Winston Ley, c'est-à-dire un des fondateurs ou une des figures historiques des communs, a utilisé ce terme-là, lui bien pour parler d'une plateforme politique, et que on a aussi là quelque chose qui est vraiment intéressant. Et j'avais envie de souligner ça parce que pour faire le lien avec les histoires de négociations auxquelles nous ont amené le renversement des chaises ou le renversement des tables. On pourrait renverser les chaises ici aussi. Mais l'idée de renverser les tables qui a été proposée dans l'atelier... dans votre atelier, Christina et Freddy tout à l'heure, je trouve que si on rattache ça à la question des plateformes et à la dimension politique des plateformes, on pourrait peut-être se demander si, d'une certaine manière, les plateformes technologiques ne nous ramènent pas à la négociation, ne ramènent pas à la négociation du politique, justement. Et que du coup, si on fait ce lien-là, on est en train de sortir et de rentrer dans la négociation politique avec les plateformes, et que là, il y a vraiment quelque chose qui se joue pour nous, pour le futur. Voilà, j'épilogue comme ça. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais je vais finir avec un terme qui n'a pas exactement été donné dans le compte-rendu des ateliers, mais qui a été nommé dans le premier atelier où j'étais. C'est le terme de nostalgie, que j'ai trouvé quand même intéressant, parce que je trouve qu'il y a aussi une chose qui était très frappante dans les ateliers, c'était la question du rapport au présent, et du rapport au présent et du rapport au passé. Je trouve qu'à plusieurs reprises, c'est une question qui a été soulevée, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte, parce que, encore une fois, parce que finalement, on se construit fort de son passé
et que, que finalement, est-ce que notre question, est-ce que notre défi, c'est d'abandonner le passé? Moi, je suis pas sûr que ce soit le cas. Voilà, voilà. Alors, pour la suite, avec Christina, on a choisi de d'adopter comment on appelle ça? D'adopter une procédure que je vais vous décrire rapidement. Et puis comme ça, on verra comment ça marche. L'idée, c'est que on va vous faire une présentation à deux voix, une sorte de dialogue. Alors, moi, j'ai une sorte de présentation que je vais faire, et puis Christina va commenter ou m'interroger ou m'interrompre un petit peu comme elle veut. Elle a un avantage, c'est qu'elle connaît mon texte, moi je connais pas le sien, donc ça c'est... Enfin, mon texte, c'est un peu beaucoup dire. Mais donc on va fonctionner comme ça, et l'idée c'est que vous-même, vous pouvez aussi, il y a effectivement un micro dans la salle, donc vous pouvez aussi nous interrompre et poser des questions sans attendre la fin de cette présentation qui permet aussi ce dispositif-là. C'est-à-dire que vous pouvez attendre la fin avant d'interrompre, mais si vous avez envie, n'hésitez pas à prendre la parole et puis à faire aussi vous-même poser des questions ou un commentaire ou un ajout si vous voulez, ou une mise en cause aussi, bien entendu. Mon propos, en fait, il va s'appuyer sur... D'abord, je vais commencer par raconter trois petites histoires qui me semblent intéressantes. Et je vous dirai pourquoi. Et puis, dans un deuxième temps, ce que je voudrais faire, en fait, c'est souligner finalement le défi que les communs nous posent à nous en tant que militants, et en tant qu'organisation. C'est-à-dire comment, en tant qu'organisation qui œuvre dans les communs, ou en tant que militant qui œuvre dans ou pour les communs, comme on veut, comment est-ce qu'on peut construire des stratégies? Comment est-ce que ça nous pose un certain nombre de questions d'ordre stratégique et d'ordre politique? C'est ça que moi je voudrais souligner. Et donc, je vais choisir de m'éloigner de la question que je soulevais tout à l'heure de la définition. Mon propos n'est pas aujourd'hui d'amener une définition des communs. On peut en discuter si vous pensez que c'est absolument important, parce que comme je disais tout à l'heure, on a toujours la question qui vient. Mais en tout cas, je ne vais pas partir de là. Je vais partir, comme je disais tout à l'heure, de ces histoires, et puis avec une toute petite introduction, une toute petite présentation aussi de Remix the Commons que tout à l'heure Hélène a présenté, mais sur lequel je voudrais revenir un tout petit peu pour préciser d'où je parle. C'est plus presque pour me présenter moi-même d'une certaine façon. Donc Remix, c'est un projet qui a été lancé en 2010 lors la première conférence qui était organisée à Berlin par le Common Strategies Group et la fondation Heinrich Böll à Berlin, et donc avec Michel. Et on a démarré ce projet en se disant que c'était intéressant d'essayer de documenter à la fois les pratiques, les idées des communs, d'interroger les gens sur ce que c'est, ce que ça veut dire, comment ça se passe, et de le faire à partir de la vidéo, en imaginant que cette accumulation de matériaux permettrait en fait symboliquement de remixer aussi bien des matériaux vidéo que les pratiques elles-mêmes, qu'on pourrait comme ça inventer une manière de produire finalement de la connaissance, de la maîtrise de la question des communs ensemble. Et donc on a fait ce travail-là. Et progressivement, en fait, on s'est rendu compte que c'était intéressant d'organiser un certain nombre de projets autour de ça, que c'était pas seulement l'accumulation, que l'accumulation seule de matériaux suffisait pas, mais qu'il fallait qu'on ait une sorte parfois d'ambition un peu, je dirais, programmatique ou éditoriale pour faire des choses, et faire des choses de ces matériaux-là. Ça nous amenait à en accumuler certains et pas forcément d'autres, et ça nous amenait aussi à aller en chercher certains et pas d'autres. Et donc aujourd'hui, on est sur cet entre-deux, et ce qui est fait le lien entre les deux, c'est précisément le travail sur le vocabulaire que je signalais tout à l'heure. C'est le fait que
on essaye, à travers ces documents notamment et à travers les projets, d'identifier finalement ce qui fait le vocabulaire des communs, ce qui est généré comme vocabulaire par les communs. Au début, en fait, on a eu énormément de difficultés à faire ça parce qu'on était essentiellement amené à identifier du vocabulaire, je dirais, usuel, comme je disais tout à l'heure, du vocabulaire qu'on retrouverait n'importe où et qui n'était pas spécifique aux communs. Et progressivement, on s'est rendu compte qu'on arrivait à identifier du vocabulaire que moi j'appelle le vocabulaire des communs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Est-ce que, par rapport à ça, je m'en souviens que notre première rencontre s'est tenue justement sur un entretien et que vous avez essayé de séparer la parole de l'image, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup parlé de ce qu'on appelle la dissociation digitale par rapport à ce qui est la narration et le désir de l'autoreprésentation par rapport aux social media, etc. Donc, un peu table et tablé. Et donc, à ton avis, ce vocabulaire, comment peut se relationner aussi à cette multitude de différentes ressources de langage qui ne sont pas seulement un vocabulaire qui fait référence aux lettres, qui fait référence à l'image. Voilà. Et quelles sont un peu les expériences que vous avez amenées par rapport à ça? Alors, les expériences, on est très concrètement, lorsqu'on est face à un document, qu'on les produit nous-mêmes ou pas, peu importe, on va essayer d'en identifier un certain nombre de ce qu'on appelle des concepts. Et au début, on avait commencé par faire des concepts qui étaient divisés en deux. D'un côté, les ressources qui étaient mises en commun, les ressources qui étaient partagées, l'eau, la terre, ce genre de choses-là. Et de l'autre côté, les enjeux, ou ce qu'on a nommé des enjeux, c'est-à-dire par exemple le droit à l'eau ou l'accès à la terre. Comment est-ce que ça se présente comment dire, dans un axe politique, quoi. Et on a rajouté à ça après des choses qui sont relatives à l'action et des choses qui sont relatives à finalement à la projection. Je ne sais plus quel est le terme exact qu'on utilise, mais voilà. Et donc, on a l'idée, c'est pas forcément de trouver le vocabulaire qui est utilisé par les personnes, mais ce à quoi on a l'impression que ça fait référence, d'une certaine manière. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et donc, on peut dire une sorte de processus de déconstruction aussi de l'imaginaire, qui se fait par des mots, mais par des images, par des actions, qui peut aider à formuler ce vocabulaire ou à identifier un nouveau vocabulaire. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre quel est le sous-entendu ou qu'est-ce que ces documents de quoi ils nous parlent quand on les regarde du point de vue des communs ou à travers le filtre des communs. Et donc après, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire de ce mot-là? Comment est-ce qu'on peut l'enrichir de définitions qui existent déjà, qui font référence? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour relier en fait les documents entre eux et les documents vers d'autres qui nous sont aujourd'hui inconnus? Et donc là, on utilise des systèmes techniques pour ça, mais on est effectivement sur cette déconstruction-là, mais de regarder finalement ce que ça nous raconte, qui n'est peut-être pas exactement la même chose qui était racontée par les personnes. Voilà. Donc, il y a comme une sorte de transduction entre les différentes phases du récit aussi. Et aussi de la façon d'enrichir un mot ou d'enrichir une image. Et comment on peut faire pour travailler sur ce passage des différentes phases. Voilà. Et pour le faire en commun, c'est-à-dire pour... trouver une forme de réflexion et de travail sur ça. Un travail en commun sur la décodification, si tu veux, d'un langage déjà un peu assimilé et pour trouver d'autres configurations.
Ben, j'ai pas de réponse à cette question. Non, oui, bien sûr. Mais effectivement, c'est des choses comme ça qu'on cherche à faire et sur lesquelles on se rend compte que c'est pas tout, c'est pas évident, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Donc je vais continuer le propos. Donc je disais tout à l'heure, j'allais commencer par trois histoires, petites histoires très courtes, parce qu'elles nous amèneront, j'espère, à ce que je vous disais tout à l'heure. La première, je voudrais parler d'une AMAP. Une AMAP, alors en Belgique, on appelle ça des groupes d'achat GAZAP, ce qui veut dire groupe d'achat solidaire de soutien. Super, merci, de soutien à l'agriculture paysanne. Et donc, on considère souvent que ces AMAP ou ces GAZAP sont en fait des systèmes d'achat, une façon d'acheter des légumes différente. En fait, moi, je pense que c'est pas exactement le cas. Je pense que ces AMAP, ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'expérience que j'en ai personnellement, c'est que en fait, en tant qu'AMAPien, on se regroupe pour assurer des conditions de travail dignes à un agriculteur, mais en même temps, cet agriculteur, en fait, il fait une chose très particulière qui est souvent oubliée, c'est que il va, lui, nous fournir des légumes, mais nous fournir des légumes à partir d'une parcelle de terre qui est délimitée et qui va être dédiée au groupe qui le finance. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le paysan, dans un système d'AMAP, eh ben, il va non plus chercher le meilleur rendement possible de la terre pour vendre le maximum de légumes, mais il va chercher, à partir d'un espace, d'une surface de foncier, il va chercher en fait à produire ce qui est nécessaire, ce qui est adapté à un collectif. Et de cette façon-là, il va en fait sortir le foncier du marché, d'une certaine façon. On peut voir ça comme ça. En tout cas, je prétends voir ça comme ça, personnellement. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est un peu comme dans d'autres expériences. C'est non plus voir les choses et voir les communs sous la forme d'un mécanisme de gestion, mais les voir en fait comme une expérience politique qui est une expérience de souveraineté sur l'alimentation, de souveraineté sur l'eau, de souveraineté sur l'énergie, mais c'est un renversement qui, à mon avis, est intéressant parce que il nous permet finalement d'agir, enfin de comprendre des choses sur nous-mêmes, et il nous permet aussi de reconstruire ou de transformer ce que j'appellerais des catégories de l'action publique, c'est-à-dire de considérer que l'eau, le foncier, etc., ce sont des catégories d'action publique sur lesquelles on peut agir. Michel. Oui, j'ai une petite réaction parce que donc moi j'ai dû faire cette cartographie à Gand des communs urbains à Gand, et donc moi j'avais pas la liberté de dire qu'il y avait beaucoup de définitions des communs parce que je devais vraiment justifier mes choix par rapport à la ville de Gand qui m'avait demandé de faire ce travail. Et donc j'ai aussi dû réfléchir sur les AMAP, GAZAP. Est-ce que c'est commun ou pas? Alors je te partage ce que j'avais trouvé comme analyse moi-même. La première chose, c'était que où est le commun? Parce qu'en fait, parfois, c'est une terre privée quand même. Hein. Ça peut être tout à fait la terre privée du paysan. Et moi, je crois que c'est l'écosystème qui est le commun. C'est-à-dire que c'est pas un marché avec une relation de pouvoir, donc où on essaye de maximaliser le profit d'un côté, et ça dépend vraiment de la force des uns et des autres, mais c'est une négociation commune sur l'écosystème dans laquelle tout le monde va fonctionner dans la complémentarité. Et donc pour moi, c'est l'écosystème qui est mis en commun, c'est la première chose, même si la propriété et la gestion ne sont pas nécessairement tout à fait très claires, que ce soit un comité mixte ou c'est souvent pas le cas, mais enfin, en tout cas, il y a, au niveau du sentiment, il y a une sorte d'adhésion à un écosystème. Et je crois la deuxième chose, tu as dit souveraineté X, Y, Z, et moi je crois de tout ça, il y a la souveraineté de la valeur.
Donc c'est vraiment décider, en tant que communauté, qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, et de ne pas se laisser dicter la valeur marchande, en fait. Donc c'est sortir de cette dictature de une forme de valeur sur laquelle on n'a aucun contrôle, et en tant que communauté, par une sorte de négociation, de dire, pour nous, voilà ce qui a de la valeur, et voilà comment on va la distribuer selon nos propres critères. Et donc, en dessous des choix technologiques, des formes de marché, à mon avis, il y a ça. Il y a une autre vision de ce que peut être la valeur, qui est beaucoup plus multiple, pluraliste, et qui est négociée donc dans une autre forme de pouvoir, qui est un pouvoir avec, plutôt qu'un pouvoir, en anglais ça sonne mieux, power over and power with. Donc c'est du power with, c'est pas du power over. Et donc je crois que, enfin je sais pas si tu es d'accord, mais je voulais juste partager cette analyse. Voilà. Oui, je partage effectivement, tel que je le comprends, en tout cas, je pense qu'effectivement on est d'accord. C'est le fait que la question qui se pose, c'est pas la valeur marchande, c'est pas la quantité de légumes produites ou le fait de maximiser le nombre de légumes qui va être produit sur ce lopin de terre pour pouvoir gagner le plus possible, mais c'est le fait de décider ensemble de la façon dont on veut que ça se passe. Et il faut que ça réponde, il faut qu'il y ait des légumes. Parce que si vous avez un gazap où il n'y a pas de légumes qui sont produits, il y a quand même un problème quelque part et ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas effectivement la valeur marchande qui va être l'indicateur premier pour avancer, quoi, pour choisir. Alors la deuxième histoire que je voudrais vous raconter, ou que je voudrais évoquer, c'est une histoire marseillaise. Que certains, Michel, tu dois la connaître aussi un petit peu. C'est l'histoire qui a commencé dans les quartiers nord de Marseille. Je crois que quand je m'avance, j'ai un écho, c'est ça, hein. C'est Hôtel du Nord, qui est une coopérative d'habitants à Marseille, qui a, il y a quelques années maintenant, lancé tout un travail de mise en valeur de son territoire. Alors, il faut savoir que les quartiers nord de Marseille sont les quartiers qui sont parmi les quartiers qui ont la pire réputation dans toute la France, qui sont considérés comme des coupe-gorges. Enfin, c'est vraiment... les gens ont peur d'y aller. Enfin, moi-même, je reconnais que si je devais aller me traverser le quartier nord de Marseille la nuit, je ne serais pas rassuré, même si, objectivement, il n'y a pas forcément de raison, mais c'est quand même... une réalité, cette terreur, et non pas forcément la source. Et donc les habitants, en fait, ont décidé de lancer une initiative qui est une coopérative d'habitants qui s'est fondée sur l'idée d'hospitalité. Et elle a créé, en fait, un ensemble d'activités qui sont des activités d'accueil de chambres d'hôtes, d'accueil de visites sur le territoire, de visites touristiques, de visites culturelles, qui s'adressent aussi bien aux Marseillais qu'aux gens qui viennent d'ailleurs, bien entendu. Et ce que je voudrais mettre en avant, c'est le fait que cette démarche-là, elle a donné lieu aussi à la création d'une école de l'hospitalité. Et de cette école d'hospitalité est née une plateforme, donc je reviens sur le terme de plateforme, qui s'appelle Les Oiseaux de Passage, et qui est donc une plateforme construite avec Hôtel du Nord et d'autres structures ou d'autres organisations plus ou moins équivalentes ailleurs en France et ailleurs en Europe, je crois, qui ont vocation à organiser l'hospitalité, à gérer l'hospitalité, à permettre aux gens de gérer leur hospitalité sur leur territoire. Ce que je voudrais mettre en évidence, en fait, sur cette histoire-là, c'est le fait que on pourrait dire que cette histoire de plateforme, c'est une sorte de Airbnb coopératif ou de Airbnb, je dirais, alternatif. En fait, ce projet-là, il va bien au-delà de ça. Il va bien au-delà de ça parce que, d'une part, il s'est construit avec cette vision de l'hospitalité qui a été construite à Marseille et à d'autres endroits. Et il a fait autre chose que simplement libérer le code d'un Airbnb ou bien organiser un autre modèle économique de type coopératif ou d'économie sociale qui serait simplement une autre redistribution
des bénéfices tirés de ces activités-là. En fait, il est fondé sur le paradigme des communs en tant que tel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment là quelque chose qui amène à placer au cœur du projet l'idée de partager et de prendre soin de l'expérience de l'hospitalité pour en faire culture, finalement. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. On le lit très bien, je trouve, à travers une page web du site de Hôtel du Nord qui présente d'un côté le vocabulaire des plateformes de tourisme mondial, commercial, de type Airbnb, et de l'autre, le vocabulaire qui est le vocabulaire des passagers, des oiseaux de passage. On a vraiment, là, je trouve que de manière frappante, en fait, cette sensation qu'il y a cette puissance derrière qui est productive de vocabulaire, mais qui est aussi, surtout, productive de sens. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Troisième, je te laisse m'interrompre si tu veux. Là, peut-être ça, c'est mieux. Oui, juste un petit complément sur les oiseaux de passage. Une chose qui est intéressante par rapport au thème d'aujourd'hui sur les communs culturels, c'est que c'est un projet qui fait explicitement référence au droit culturel dans son montage, quoi. Il le revendique en tant que tel, et notamment il s'appuie sur la Convention de Faro, qui est un texte qui n'a pas été ratifié par la France, mais qui est quand même important parce que c'est sur la valeur du patrimoine culturel et il le revendique, c'est d'une manière très intéressante parce qu'ils disent en fait que le fait d'accueillir des personnes sur un territoire, c'est pas seulement leur ouvrir des ressources que sont les chambres, quoi. C'est aussi une occasion de partager la culture et aussi de donner à voir la culture de la manière dont les habitants eux-mêmes l'aperçoivent et la construisent. C'est pas justement exactement ce que fait Airbnb qui va vous mettre les grands totems d'une ville en photo, où on va voir la tour Eiffel, ou voilà, des choses comme ça très attractives mais très superficielles. C'est vraiment découvrir la culture d'une ville à la hauteur des habitants tels qu'ils le voient, et parfois d'ailleurs ils mettent en avant des circuits très insolites ou des histoires que seuls des habitants peuvent raconter, quoi. Et donc je trouvais que ça c'est vraiment intéressant, je trouve, le lien qu'ils font entre parce qu'ils font aussi le lien avec les communs. Mais là, il y a vraiment une symbiose entre l'approche par les communs et l'approche par les droits culturels qui leur donne... c'est un super projet qui leur donne une valeur vraiment très, très importante, je trouve, dans le paysage. Tout à fait, oui. Et c'est... mais voilà, et je pense que c'est vraiment intéressant de voir que voilà, c'est le lien avec les communs qui donne cette puissance-là. Voilà, et que ça doit, je pense, d'une certaine manière, nous interroger aussi sur la façon dont on construit des projets. Je pense au monde de l'ESS, par exemple. Parce que, bien sûr, on peut, à travers ce projet-là, critiquer Airbnb. Ça montre une chose, c'est que Airbnb, il y a des alternatives. Donc, et des alternatives intéressantes. Donc, c'est très bien. Mais ça permet aussi de nourrir la réflexion dans d'autres domaines, et notamment dans l'univers de l'ESS, qui gagne à trouver dans ses expériences des sources d'enrichissement vraiment très intéressantes sur ces pratiques, je pense. Alors, j'enchaîne sur la troisième histoire rapidement. C'est une histoire de bibliothèque, ou presque. J'habite dans le 18e arrondissement à Paris, dans le nord de Paris. Et dans cet arrondissement, il y a une bibliothèque qui s'appelle Václav Havel, qui a décidé d'accueillir les migrants, parce qu'on est dans un quartier où les migrants arrivent de manière massive. Je ne rentre pas dans les détails du pourquoi et du comment, mais c'est vraiment... et c'est tout à fait normal que ça se passe à cet endroit-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette bibliothèque, en fait, a décidé de jouer son rôle d'ouverture, de lieu d'accueil, de lieu public, et d'accueillir de la meilleure manière possible tous les publics, y compris les migrants. Mais ça n'est pas sans mal, ou ça n'a pas été sans mal. Et par exemple, ça a posé des difficultés de partage de l'espace, ça a posé des difficultés d'accessibilité aux différentes ressources de la bibliothèque. Et une chose très banale, c'est que ça a demandé, par exemple, ça a multiplié l'usage des ressources qui sont dans une bibliothèque. Et dans une bibliothèque, il y a par exemple des toilettes. Et donc, quand
quand on est plein du soir au matin et qu'on a besoin d'utiliser ces toilettes, il y aurait besoin que ces toilettes soient nettoyées. Donc là, l'équipe de la bibliothèque a demandé à la mairie d'avoir un peu plus de personnel pour pouvoir nettoyer ces toilettes. La mairie a dit non. En gros, la mairie, elle a gardé sa position. Elle a dit, on ne vous a pas demandé d'accueillir ces gens-là. Nous, on a besoin qu'ils soient plutôt invisibilisés. On ne va pas vous aider, donc débrouillez-vous avec vos toilettes. Ça, c'est la première partie de l'histoire, c'est pour situer un peu le décor. Mais la partie intéressante, c'est que les habitants, qui sont, eux, mobilisés sur l'accueil aussi de ces migrants, de ces réfugiés, a décidé, en fait, de rendre à cette bibliothèque ce qui lui est dû et d'organiser une célébration, en fait, du travail, de remercier et de célébrer la qualité du travail de cette équipe de bibliothécaires, en organisant une fête en l'honneur de la bibliothèque, considérant que, en fait, ce service public, qui n'est donc pas un commun, au sens, je dirais, propre, ou au sens pur du terme, ou austromien du terme, on va dire, mais de considérer que c'était pour nous, habitants de ce quartier, très important de prendre en compte que quand les services publics font bien leur travail, on a besoin de célébrer de rendre compte, ou de remercier en tout cas les acteurs de bien faire leur travail, en particulier quand c'est dans des conditions comme celle-là. Et donc, la raison pour laquelle je vous raconte cette petite histoire, c'est que cette dimension de célébration des communs, même si là encore, le commun, on pourrait chercher, mais ce n'est pas mon propos de chercher les communs, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette question de la célébration, moi, me paraît être une question fondamentale. C'est-à-dire que si on veut parler d'une culture des communs, il faut qu'il y ait aussi une dimension qui est de l'ordre de la célébration. Il faut qu'il y ait une dimension qui est de l'ordre de se montrer à soi-même que ça fait partie de ce qui fait ou forme notre dignité, d'une certaine manière. Donc je pense que c'est très important. Alors, j'aurais peut-être pu choisir des exemples moins poignants, je dirais, pour ça, mais je trouve que celui-là est assez parlant. Donc, quand je disais tout à l'heure que ça nous raconte des choses des communs, je voudrais d'abord peut-être commencer par dire que quand je parle des communs, et là je ne veux pas rentrer dans le détail de le commun, les parenthèses, etc., on en reparlera peut-être plus tard, mais j'en parle parce que pour moi, c'est quelque chose qui est un mouvement, et c'est surtout quelque chose qui est probablement un mouvement qui a la prétention de contribuer à la proposition d'une alternative à l'hégémonie, ou à la prétention, en tout cas, du néolibéralisme, à être les seuls légitimes à nous proposer un projet de société qui soit juste. En fait, quand on parle des communs, je pense que quand on en parle, ou quand on s'y investit ou s'y engage, c'est que quelque part on est sur cette, on se confronte à cette question de remettre en cause ce discours, cette prétention du néolibéralisme à être le seul discours ou projet politique crédible et légitime. Alors, en fait, la raison pour laquelle je pense ça, c'est que les communs, ce que j'ai raconté tout à l'heure, le point commun, sans jeu de mots, de ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est que on est là dans quelque chose qui nous permet de renouveler à la fois l'idée et l'expérience vécue de la solidarité, ou de la production de la solidarité. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que en général, on pense à la solidarité comme quelque chose qui est produit par l'État, c'est-à-dire qui est produit par la puissance publique. On pense que la solidarité, c'est les services publics, ou c'est ce qui nous est proposé par la puissance publique, en tout cas. Et on oublie parfois que, en fait, pour pouvoir parler de solidarité, il faut que on ait la participation des personnes qui sont concernées par cette solidarité. On doit, enfin, ça paraît... en tout cas, moi, ça me paraît presque évident quand je le dis comme ça, mais en réalité, on sait bien que
l'État aujourd'hui, enfin on a projeté sur l'État, ou en tout cas on a tendance à renvoyer à l'État l'idée que ça serait lui qui serait le seul producteur de la solidarité. Alors je pense que ça c'est vraiment pas le cas, et qu'on a à reconstruire un équilibre dans l'action publique entre l'action de l'État, la politique publique, et la politique du public ou la politique de la société civile. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, et que ça passe par la participation de sujets de droit, alors que ce soit de droit culturel, mais aussi des autres droits. La deuxième réflexion qui va dans ce sens-là, à mon avis, c'est, encore une fois, je reviens sur l'idée du fait d'exercer une souveraineté politique. C'est-à-dire que ce qu'on a dit sur les AMAP, mais qu'on pourrait dire sur les ZAD, qu'on pourrait dire sur d'autres espaces, relève de cette question-là. Et ce à quoi je voudrais en venir, c'est que ça, c'est quelque chose qui va nous permettre à la fois de redéfinir et d'étendre le champ de l'action publique, comme je le disais tout à l'heure. Et le simple fait de savoir qu'on est en capacité de faire ça, de redessiner, de réétendre, de redéfinir le champ de l'action publique, c'est quelque chose qui en soi est important, et que, à mon avis, il faut reconstruire. Mais le pendant de ça, c'est que ces expériences sont des expériences politiques, et que parce que ce sont des expériences politiques, ce ne sont pas des expériences idéales. C'est-à-dire que pour moi, les communs ne sont pas des expériences idéales, ce sont des expériences dans lesquelles vont forcément se reconstruire des nouvelles distinctions, des nouveaux rapports de force, des nouvelles dominations, et que on a une attention particulière à porter à la manière dont est distribuée la légitimité, ou dont est distribué le pouvoir à l'intérieur de ces mécanismes-là, parce que si on ne le fait pas, on va tout simplement reproduire là aussi des inégalités. Donc je pense que là, je pense que ça, c'est vraiment un des points importants quand on parle des communs dans cette perspective politique, Oui. et que ça doit être quelque chose qui fonde en fait l'action militante et l'action de nos mouvements. Oui, mais ce qui m'a frappé, ce que j'ai retenu aujourd'hui, et même dans ce temps dernier ici, c'est aussi que ça serait bien quand même des liens, même si mon expérience naît dans un contexte politique, et si nous voulons, c'est un contexte politique. Et c'est dans le contexte politique qu'on prend conscience d'agir en commun. C'est un contexte politique, on dit d'occupation, mais j'ai appris de l'expérience de Macao que c'est plutôt une libération des ressources dont on a déjà le droit d'utiliser, que sont les ressources urbaines, que ce soit des ressources d'outils informatiques, etc. Donc, plutôt qu'occupation, libération des espaces, et qui ont été considérés comme des ressources à utiliser. C'est-à-dire, par exemple, dans l'expérience de la résidence artistique, qui est le projet le plus complexe auquel j'ai participé, on n'a pas utilisé vraiment les mots, mais même les concepts de valeur, mais plutôt une sorte de, on peut dire, ce que j'ai entendu aussi, je pense, de collectif de Moscou, de Place de Moscou, un mot dont on a un peu réticence à utiliser, c'est l'amour. Donc, une sorte d'amour vers soi-même, vers la matière, vers le fait de travailler ensemble, et un peu la liberté aussi de pouvoir se donner d'autres critères, d'autres paradigmes sur lesquels négocier une expérience que je pense être existentielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la séparer d'autres aspects de la vie. Et dans ce cas, je pense que d'un côté, nous avons commencé, par exemple, sous des rencontres que nous avons faites à propos de la capitalisation du patrimoine urbain à Milano en particulier. Et on a parlé, on a un peu réfléchi même sur la culture opéraïstique
c'est-à-dire un peu sur le travail, sur les refus du travail, dans la façon où le travail domine et comment dire, est vécu de façon un peu de top-down de production artistique. Et s'interroger aussi même sur le sens de la production elle-même. Parce qu'enfin, on s'est rendu compte qu'on n'est pas obligé à produire dans le sens de la culture post-industrielle. Et donc, il s'agirait plutôt d'acquérir une certaine conscience, comme tu l'as dit aussi avant, si j'ai bien compris, que agir en commun et agir politique sont enfin la même chose, non? Et de traiter toutes ces ressources comme vraiment des ressources en commun. Donc nous avons par exemple pas utilisé l'autogestion ou la gestion de l'espace. Et même par rapport au passage que tu viens d'évoquer par la maison et la maison occupée. Oui, je m'en souviens de mes premières expériences politiques, on parlait en Italie, la maison occupée. Et après, on parle de l'espace occupé et de l'espace libéré. Ça veut dire qu'on a, en certains moments, ce que nous avons un peu tenté d'expérimenter, c'était de mélanger l'habitation, donc la maison, à l'espace de production artistique, sans avoir de séparation ni physique ni d'organisation. C'est-à-dire que notre privilège, qui nous avons traité comme en matière de négociation entre nous pour expérimenter une nouvelle forme de travail, c'était le temps, enfin. C'était le temps qui nous engageait de différentes manières par rapport aussi à par rapport à notre nécessité primaire, si nous voulons. Mais on a cherché, pendant cette résidence qui a eu une période bien encadrée de 10 jours, de totaliser notre vie sur cette expérimentation. Donc, une négociation du travail qui était hors de l'espace, car l'espace était une ressource comme beaucoup d'autres ressources. Il n'y avait pas de différence de l'espace entre l'ordinateur, par exemple, les connaissances, etc. Et le temps, car nous avons décidé que le temps, c'était le temps de la résidence. C'est-à-dire, c'était le temps donné par les projets artistiques et par la façon de mélanger sans plus séparation art et activisme. C'est-à-dire, ce que nous faisons, c'était une forme de vie ensemble. Et voilà, donc nous n'avons pas posé la question de produire en fait de façon de participation. Car, à notre avis, la participation, c'était, dans ce cas, un besoin. Un besoin de participer que nous ne pouvons pas produire pour les autres. Donc, c'était de mettre en commun des ressources, des connaissances et aussi une expérience et de voir comment cette expérience était vécu aussi par les autres. Voilà. Donc, avec ça, je ne veux pas simplifier quelque chose qui était en effet très complexe et qui, enfin, a fait ressurgir, comme par exemple faire un livre. Après la résidence, nous avons aussi encore continué cette expérience dans ce qu'on pouvait appeler une fois post-production, par exemple, comme un film, un livre, etc., mais que nous avons enfin décidé de ne pas appeler ni production ni post-production, mais c'était tout simplement un prolongement de la résidence elle-même, qu'il n'y avait plus la limite des 10 jours qui était un peu ce qui s'est passé à Macao,
dans un lieu préfiguré, mais qui avait par contre encore un ultérieur niveau de liberté, c'est-à-dire celui d'être nomade, de voyager, de partager d'autres lieux et aussi de chercher, même s'il y avait une coopération un peu plus immergée dans ce projet, moi et deux autres activistes, mais qu'en fait, ça a été une expérience vraiment, je peux dire, de commun. C'est-à-dire, même les livres, la structure des livres n'était pas préfigurée en avance, et le livre est composé avec ce que ces voyages, cette expérience, cette résidence a recueilli, voilà, pendant son chemin. Donc, enfin, ce que je me suis posé aussi aujourd'hui, c'est un peu de comprendre comment cette dimension, cette conscience d'agir en commun peut être un lien ou un détonateur entre la temporalité, non, la temporalité, par exemple, de certaines situations, des espaces qui sont donnés pour une période limitée, et une longue durée qui est une longue durée politique. Voilà. Et je pense que ça, c'est aussi un peu un nœud sur lequel il faut, bon, à mon avis, travailler. Pour rebondir sur une des choses que tu disais tout à l'heure, en fait, dans ce qui est, il me semble que quand on parle du mouvement des communs, une chose qui nous réunit d'une certaine manière en tant que commoners, c'est le fait d'être des acteurs qui sont situés ou qui sont situés dans la périphérie, c'est-à-dire qui sont éloignés qui ont un problème d'accès, je dirais, aux ressources d'une certaine manière, qui ont un problème d'accès par exemple, au modèle basé sur le contrat à durée indéterminée, qui ont un problème d'accès aux ressources, à la culture dominante, au centre urbain, même, mais pas au centre même d'ordre symbolique et au centre de pouvoir d'une certaine manière. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte, mais qu'on prenne en compte en faisant attention, parce que il y a aussi il y a un deuxième point auquel je voudrais arriver, c'est que en fait on a une certaine fascination aussi en même temps, il y a une certaine ambivalence, parce qu'il y a une certaine fascination pour le pouvoir. Et moi je crois que par exemple on le retrouve à travers des manières de s'exprimer quand on fait des distinctions au sein des commoners. Moi, je me souviens par exemple de l'usage de l'expression Monsieur Jourdain des communs, que je trouve vraiment questionnable. C'est-à-dire qu'on a vraiment là quelque chose qui moi, m'interroge sur le fait de voir comment est-ce que certains savent mieux que d'autres, ou comment est-ce qu'on hiérarchise. Est-ce que ces termes-là tendent à hiérarchiser entre ceux qui ont la théorie et ceux qui ont la pratique. Et quand on regarde, par exemple, comme le fait quelqu'un comme Léa Hainaut, les pratiques à l'intérieur de structures de récupération et de réusage, de remise en service dans des recycleries, par exemple, on voit que là, il y a bien des hiérarchies qui sont posées, qui sont problématiques. Et donc, je pense que c'est là aussi un deuxième point d'attention à porter. Et ce deuxième point, il doit être associé à l'idée que on a un enjeu face à nous, stratégique en tant que mouvement, c'est celui de faire en sorte que le mouvement des communs, ça soit aussi celui des personnes les plus affectées par le capitalisme néolibéral dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça ne soit pas seulement un mouvement d'avant-garde ou un mouvement d'une certaine manière de classe, quoi. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler, pour lequel on n'a pas forcément encore les méthodes ou les approches, mais en tout cas sur lequel il y a vraiment des enjeux qui sont très importants à travailler. C'est un peu le deuxième point d'attention, moi, que je voulais porter en termes stratégiques.
Enfin, par rapport à ce que tu viens de dire de la périphérie, nous avons amené aujourd'hui notre expérience et nous sommes concentrés sur la table. Parce qu'en fait, même par rapport, par exemple, à l'Italie, à certaines négociations qui ont été envisagées par les occupants, si vous voulez, et la mairie, etc. Ce qui s'est passé souvent, c'est qu'il s'appelait il tavolo, la table des espaces squattés. Et ça avait déjà créé des périphéries, car la table crée une centralisation, crée un centre des propositions, un centre d'existence, et autour de la table, il y a des bords, il y a des périphéries. Et souvent, c'est le conflit entre la centralité de table, c'est-à-dire de la négociation, qui est déjà une négociation qui se base sur des données préfigurées par la gouvernance, qui se passe en échec, en fait. Non? C'est-à-dire que le conflit n'est pas possible. Le conflit est anéanti par, si tu veux, un peu un règlement imposé. Voilà. Même si on cherche de changer le règlement, on est toujours sur un règlement qui existe déjà. Alors, la soirée avance et donc il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, à intervenir comme ça a été fait déjà tout à l'heure. Le dernier point que moi je voudrais mettre en avant, c'est que lorsqu'on parle du mouvement des communs, il faut prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, le mouvement des communs, c'est un mouvement qui est qui est dynamique, qui pèse. Hein. Par exemple, ce que tu donnais comme exemple sur la ville de Gand, ou on peut citer d'autres villes où ça pèse, mais qui est aussi en même temps traversé de conflits ou de contradictions. Et je crois que pour le caractériser, il faut prendre en considération le fait que, c'est un mouvement qui est inscrit dans une histoire et que on doit aujourd'hui travailler sur cette histoire. Je pense que ce mouvement, il a besoin, d'une certaine manière, de se réinscrire dans cette histoire. Et il a besoin aussi de travailler sur les contradictions ou les espaces de conflictualité qui sont portés ou qui le constituent d'une certaine manière. Et j'en nommerai deux. La première, on le voit bien, c'est le fait qu'il y a tout un affrontement politique autour même de la définition des communs. On l'a bien dit tout à l'heure. On le voit même si on prend les livres où on met les S entre parenthèses et les biens entre parenthèses. C'est bien que là, il y a quelque chose qui se joue. Et donc, il faut que cet affrontement politique-là, il soit ouvert et il nous permette d'avancer d'une certaine manière sur ces définitions. Et le deuxième affrontement, c'est celui des organisations. C'est celui des organisations qui, aujourd'hui, composent le mouvement des communs et qui doivent ouvrir leurs stratégies, les rendre claires et les articuler et accepter qu'il y ait une différence de stratégie. Je pense que, par exemple, les démarches d'Assemblée des communs, et en particulier pour une que je connais bien, l'Assemblée européenne des communs, sont des espaces dans lesquels doivent pouvoir se retrouver ces conflictualités et doivent pouvoir être travaillées ces conflictualités. Donc moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Pour conclure très, très rapidement, je dirais que l'une des choses qui, moi, me semble assez excitante dans le mouvement des communs, c'est que moi, j'ai commencé à travailler dans les années 80 comme dans l'éducation populaire, et on parlait de savoir-être et de savoir-faire. Et d'une certaine manière, j'ai le sentiment que les communs, ils nous amènent à travailler sur une troisième notion qui serait le savoir-agir ensemble. Et que ça va bien au-delà du savoir-faire, et que ça nous permet peut-être de nous construire politiquement, si je peux dire. Michel, je te le... Oui, alors moi je ne suis pas certain que je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Donc je partage ma conflictualité. Donc je pense à toutes les expériences qu'il y a eu dans les années après 68,
J'avais 10 ans, mais j'étais un peu prématuré, donc j'ai quand même participé d'une certaine façon. Et qu'on regarde 40 ans après, c'est quand même ceux qui survivent, c'est quand même ceux qui se sont organisés. Donc c'est-à-dire où il y a quand même une gouvernance, une propriété, il y a des choses qui sont claires. Donc aujourd'hui, il y a au moins 40 grandes communautés intentionnelles en Europe qui ont survécu depuis cette époque-là. Et donc ils ne sont pas sauvages, il y a des procédures, tu vois ce que je veux dire. Et c'est à cause de ces procédures qui sont là. Donc moi j'ai lu le livre de Frédéric Lordon, Imperium, et je trouve que je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'il dit, mais il pose très bien le problème. Si le vivre ensemble est uniquement dépendant de l'affectif, donc du désir du moment de vouloir être ensemble, ça ne dure pas. Enfin, il dit ça assez clairement, et moi je crois que c'est vrai. Donc s'il n'y a pas de transcendance, je ne veux pas dire Dieu, hein, je dis une transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous discipline à vouloir continuer malgré quand il n'y a pas de l'affectif, quand il y a de la haine. Et donc c'est à ce moment-là qu'on crée des règles pour pacifier, pour qu'on ne se bat pas toujours sur les mêmes choses. Et donc moi je voudrais quand même dire ça, parce que je crois que c'est important, quand on commence des communs, que les règles ne sont pas toujours mauvaises, quoi. Et deuxième problème, c'est quand même le contributif. C'est-à-dire s'il y a des gens qui ont déjà travaillé 10 ans, et puis il y a des gens nouveaux qui viennent, qui demandent leur voix, c'est pas toujours évident. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, on peut dire, c'est facile à dire, tout le monde est égal. Mais quand les gens ont déjà travaillé 10 ans, ils ont créé plein de richesses communes, il y a toujours un problème par rapport à ça, à quelqu'un qui vient, qui s'ajoute. Donc, je veux dire, il n'y a rien d'automatique à tout ça. Tout ça, il y a vraiment des choix à faire sur l'inclusion, etc., etc. Alors, je veux dire encore une chose au niveau de l'État, et je sais que c'est pas très populaire, mais moi, je crois que l'État, c'est quand même très important. Donc, quand on voit, par exemple, la sécurité sociale, ça a commencé avec des communs. C'est les paysans qui étaient chassés de leurs terres, qui mouraient à 35 ans. Ils se sont dit, il faut s'organiser. Mais c'était extrêmement inégal. Si tu étais un ouvrier qualifié dans une ville prospère ou un ouvrier non qualifié, ta mutuelle n'était pas la même, quoi. Et donc, les syndicats et tout, ils ont essayé à nationaliser, deuxième étape. Ils n'ont jamais réussi à avoir plus que 20% de la population. Donc c'est quand même l'État social qui a écrit le droit à l'égalité, le droit à une protection égale. Donc c'est problématique, je veux dire. Alors le prix qu'on a payé, c'est que ça s'est bureaucratisé et on a décommunalisé la protection sociale. C'est devenu un service étatique. Mais pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. Moi, je crois qu'on doit essayer à commodifier l'État, si tu veux. Donc c'est pas uniquement du bottom-up, c'est aussi des efforts à faire pour l'existant et le rendre tout plus commun. Mais ça ne veut pas nécessairement dire, tu vois, je veux dire, que tout est fragmenté, que tout est distribué, que tout le monde doit recommencer à zéro, parce qu'il y a des vraies inégalités dans le monde. Et les communs, quand ils sont petits et locaux, il n'y a aucun automatisme à travailler sur ces inégalités. Alors, je vais juste terminer avec une référence, hein, Geneviève Fontaine. Je ne la connais pas très bien, mais je trouve qu'elle fait un travail intéressant. Donc, elle a ajouté aux 8 critères de Ostrom 3 critères d'inclusion. Et donc ça, je crois que Lionel doit connaître ça mieux que moi. Je ne connais pas par cœur. Mais en tout cas, ça me paraît une approche intéressante. Donc elle parle des communs de capacité. Et donc moi, je vois le rôle de l'État, si tu veux, ou de la ville, enfin de tout ce qui est public, c'est de garantir l'égalité contributive. Donc un quartier où les gens ont 2 jobs pour survivre, ou un quartier de bobos, ils n'ont pas les mêmes capacités nécessairement de contribuer, tu vois ce que je veux dire. Donc par exemple, quand on met les cadastres en ligne en open data, on sait très bien que les classes moyennes sont beaucoup plus capables d'en tirer avantage que les gens dans les favelas. Ils n'ont pas toujours les capacités de lire ce cadastre. Et donc on met quelque chose en commun, mais en fait, s'il n'y a pas d'autres mécanismes pour protéger l'égalité, en fait, ça ne va pas du tout diminuer l'égalité. Au contraire, ça va encore augmenter l'avantage des gens qui ont, dans ce contexte particulier, des capacités que tout le monde n'a pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Derrière toi, Michel. Merci. Bonjour. Oui, moi je voulais faire une petite
boucle avec sur la journée. On avait donc effectivement ce sujet des communs, puis on avait cet autre sujet des droits culturels. Et puis j'ai été frappé que dans l'ensemble des discussions qu'on a eues, cette question des pratiques d'occupation d'espace est beaucoup revenue sur la table, alors qu'elle n'était pas fondamentalement le programme, quoi. Mais elle était très présente, de fait. Je trouve qu'on n'a pas vraiment abordé ce qui me paraît quand même, de ce point de vue-là, un peu un nœud, qui est comment on passe des communs aux droits culturels, comment on les articule ensemble. Pas tant que ça, finalement. On a seulement évoqué l'un et l'autre, mais pas vraiment la manière dont on peut penser l'un par l'autre, ou l'un depuis l'autre. Ni non plus, éventuellement, d'ailleurs, les conflictualités à l'œuvre dans ces deux approches, notamment parce que le droit culturel est plutôt dans une logique, disons, de production descendante du droit, de la norme, alors que les communs sont plutôt dans une logique de type ascendante, on peut dire, en gros, quoi. Encore que tout ça demanderait à être détaillé. Mais enfin, bon, il n'y a pas d'évidence quand même. Il n'y a pas d'évidence à cet endroit-là. Or, on n'a pas non plus d'évidence à passer des occupations d'espace au commun, à vrai dire, pour une autre raison, qui est que les théories les plus courantes, en tout cas celles les mieux établies sur les communs, elles parlent plutôt de ressources bien identifiables, comme des ressources naturelles, environnementales, l'eau, ou des ressources informationnelles. Il y a aussi donc un enjeu à cet endroit-là, qui n'est pas évident de penser comme des communs ces pratiques d'occupation d'espace, qui d'ailleurs existent bien avant, que les communs eux-mêmes se structurent comme un mouvement un peu organisé politiquement, disons, avec une identité à peu près stable. Et enfin, il n'y a pas non plus d'évidence à lier ces pratiques d'occupation d'espace avec les droits culturels. Mais si on prend les trois ensemble, c'est là où je voulais en venir, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se dessine comme perspective. Là, on voit qu'il y aurait peut-être quelque chose à penser du type comment est-ce que dans ces pratiques d'espace, dans ces pratiques d'occupation d'espace, dans la mesure où elles se font en commun, justement, il y a la possibilité d'une mise en œuvre de l'horizon des droits culturels qui est de rétablir la culture dans une production depuis une communauté, depuis l'exercice du droit individuel et fondamental des personnes au sein d'une communauté, et non plus dans un rapport, disons, partagé entre celui qui produit la culture, la figure de l'artiste, l'État qui administre cette figure, et le public qui la reçoit. Donc cette grande partage entre ceux qui sont d'un côté et ceux qui sont de l'autre côté de la chose culturelle, disons. On peut dire la scène, on peut dire ça aussi bien. Ce genre de truc, quoi. Vous voyez bien. C'est la première chose que je voulais dire. Et puis la dernière, c'est à propos de cet horizon auquel ça nous mène, si on commence à réfléchir à ces formes-là de pratique du commun. Ça a été évoqué avec l'exemple de Geneviève Fontaine par Michel, je pense. C'est qu'à ce moment-là, elle en parle très bien, Geneviève Fontaine, de ça, il apparaît une dimension nouvelle qui est aussi l'espace d'une alliance entre le public, la puissance publique et les communs, qui est l'horizon de la transformation sociale. Parce que dès lors qu'on parle de pratiques d'occupation d'espace, donc le type de ressources qu'on gère est en même temps quelque chose qui engage des transformations à la fois matérielles et subjectives des acteurs. Et cet horizon de transformation à la fois matérielle et subjective à travers l'expérience qui est menée en commun, cet horizon-là, il implique donc des processus de transformation sociale forts. Et à ce moment-là, il est évident que la puissance publique est convoquée, puisque s'il y a bien un rôle ou une fonction qu'il faut reconnaître à la puissance publique, c'est cette fonction de prévoir, d'anticiper et de préparer l'avenir. Pas de raison de se substituer à elle, mais si à un moment donné il y a un processus de transformation sociale qui s'initie ailleurs, il faut qu'on compose avec elle autour de cette question-là et voir si on s'entend sur cette transformation sociale qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas tous ensemble, quoi. Ouais. Je vais peut-être rebondir sur cette question parce que c'est vrai qu'au cours de la journée, on a évoqué plusieurs fois ce lien, mais on l'a juste évoqué justement, entre notamment droit culturel et bien commun. Et je trouve que c'est exactement... en fait, je trouve que Geneviève Fontaine et l'outillage qu'elle a mis en place, en quelque sorte, elle a fait ce que j'aurais toujours voulu faire, en fait, c'est-à-dire créer un outillage. Bon, je suis honnête. Voilà, en fait, elle a vraiment créé un outillage qui
qui fondent cette notion de capacitation qui est aussi au centre de la question des droits culturels. Les droits culturels, comme tous les droits fondamentaux, alors par leur origine, peut-être on peut dire que c'est descendant. Après, moi, j'en ai une interprétation qui est très peut-être utilitaire et d'outillage. Je considère que les droits culturels, c'est des outils, comme je l'ai un peu dit ce matin, pour une pratique autoréflexive de la communauté qui puisse se concevoir d'abord, enfin comprendre d'abord que c'est une communauté en fait. Et après, moi j'ai un emploi très pratique de la question des droits culturels en lien avec des pratiques du commun. Et je trouve qu'à partir du moment où, comme on a essayé de le faire aujourd'hui avec la maison à Bruxelles, on se pose et on s'est dit, bon alors, qu'est-ce que c'est la communauté dont on parle? Est-ce qu'on est tous une communauté? Qui peut rentrer? Qui peut sortir? Bon, ça, c'est des questions classiques des communs, mais aussi quelle forme de partage des savoirs. En fait, il donne une grille qui est plutôt structurante dans la réflexion des communs et qui trouve, en fait, alors qu'on a l'habitude d'imaginer les droits culturels comme les droits de l'homme, comme quelque chose de descendant, et tout d'un coup, là, on est dans une pratique par rapport à ce droit en particulier, moi, j'ai cette interprétation-là. Donc, il y a tout un travail d'interprétation des droits culturels. Alors, peut-être que je les utilise comme un prétexte pour... c'est plutôt un prétexte, en fait, pour moi, pour... pouvoir aller plus loin mais en tout cas c'est très concret à la fin c'est un outillage très utile pour démontrer qu'il y a une capacitation qui est en acte et c'est pas une capacitation dans l'éther comme ça, mais comme je l'ai entendu dire récemment, c'est les droits fondamentaux et les droits culturels, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette. C'était le défenseur des droits en France qui disait ça à propos de la réforme du droit d'asile. Et je trouve que les droits culturels vraiment nous permettent de faire ça, d'aller voir, OK, concrètement, on a un droit à l'habitation, on a un droit à la nourriture, mais concrètement, dans cette pratique-là, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue du respect des identités des personnes? Est-ce que chacun a vraiment un droit d'expression sur ce qui est en train de se passer? Comment on mobilise les multiples communautés dont chacun d'entre nous est membre? Et comment ces communautés sont ressources sans être enfermantes et tomber dans des formes de communautarisme fondamentaliste, on va dire, une notion qu'on a l'habitude d'appliquer plutôt au domaine religieux, mais que voilà, on trouve des fondamentalistes dans l'ordre des médecins, dans n'importe quel type de communauté. Et voilà, donc j'ai pas été claire du tout, mais c'était pour dire que voilà, moi je suis pas juriste, mais je trouve que les droits culturels, vraiment, ça m'outille, en tout cas, dans une lecture des communs qui, à la fin, est toujours très... Comment est-ce qu'on est en train de faire les choses? Sur le lien entre commun et droit culturel, je voudrais juste vous faire part d'où j'en suis, parce que c'est un long cheminement, c'est compliqué d'assimiler des notions comme ça et de voir quels effets ça produit. Mais en fait, moi, c'est un peu une chose que j'ai essayé de dire pendant l'atelier, et c'est ce que je vais essayer de dire dans le texte que je laisserai après pour que vous le publiez. C'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, grâce au droit culturel, qu'on avait extrêmement mal construit le concept même de commun culturel. C'est-à-dire que moi, je viens vraiment du monde qui s'est battu contre les excès de la propriété intellectuelle et qui a construit la catégorie en miroir de commun culturel par une réponse qui était située exactement sur le même plan. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, j'ai considéré qu'était un commun culturel une œuvre sur laquelle on allait mettre une licence libre qui allait permettre de retourner l'enclosure de la propriété intellectuelle.
Et ce que j'essayais de dire pendant l'atelier, mais réfléchissons 2 secondes. Je suis un photographe. Je prends une photo, je la mets sur un site internet. Je mets une licence libre. Quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde, disons un Japonais à Tokyo, prend cette photo, la réutilise et utilise le droit d'usage que moi j'ai donné. Il est où le commun, là, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a de commun à faire ça, en fait, au sens fort du terme ? Il n'y a pas de communauté, en fait. Au sens fort, il n'y a pas de communauté. Juste mettre une photo sur un site et permettre à quelqu'un d'autre de la réutiliser, ça ne crée pas une communauté au sens fort du terme. Et on est tous d'accord que s'il y a bien quelque chose qu'on retire de notre cheminement dans les communs, c'est que la notion de communauté doit être considérée comme la brique la plus essentielle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a construit la notion de commun culturel en se focalisant en fait sur l'aspect ressources et en la construisant complètement en miroir face à l'enclosure qui lui était appliquée. Et moi, ce que je me suis rendu compte avec les communs culturels, en fait, là où ça rajoute une dimension supplémentaire, c'est que on ne peut pas faire abstraction de cette dimension pour évaluer ce qu'est réellement un commun, en fait. Parce que là, dans les droits culturels, il y a cette notion de communauté, elle est au centre. Et donc, du coup, ça permet de relire parmi les communs culturels uniquement ceux qui sont vraiment ancrés dans une pratique sociale vivante et active peuvent mériter le nom au sens propre de commun culturel. Et les autres, en fait, sont des communs beaucoup trop diffus, même pour mériter le nom de commun, en fait. Et je pense que ça nous oblige, et d'ailleurs, ce que tu disais, en fait, pour moi, en fait, il faut arrêter même de parler de communs naturels, communs immatériels, tout ça. Il n'y a que des communs sociaux. Un commun n'est que social, peu importe que ça s'applique à une forêt, à du code informatique, à ce que vous voulez. La seule dimension dans laquelle fonctionne le commun est une dimension sociale. Et du coup, avec cette grille de lecture-là, je pense qu'on peut reconstruire la catégorie de commun culturel uniquement quand il y a un vrai phénomène communautaire qui se produit. Et moi, ça me conduit à être vraiment assez critique sur même ce que j'ai pu faire auparavant, quoi, en fait. Parce qu'on a mis le nom de commun sur des choses qui sont beaucoup trop évanescentes pour le mériter. Alors je dirais par exemple que Wikipédia, oui, c'est un commun vrai, parce qu'il y a vraiment une communauté qui s'est organisée, qui s'est structurée, qui s'est donné des institutions, des modes de gouvernance. Là, oui, là on est... Et c'est pour ça que ce qui se passe dans les friches, pour moi, relève beaucoup plus du commun culturel, parce que là, par définition, quand on occupe un lieu, quand on crée ensemble, on est obligé d'avoir cette pratique sociale. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres dimensions. Donc pour moi, voilà, le passage par les droits culturels m'a permis de faire une relecture critique sur comment les communs dans le domaine de la culture avaient été construits. Et ça donne après un autre horizon, parce que si on veut que le commun soit une pratique sociale, le vrai angle d'attaque, pour moi, c'est plus seulement la propriété intellectuelle. Il faut plus laisser enfermer dans ce cercle, à mon avis, ne sortira plus rien, en fait. Il faut investir le droit social. Parce que les pratiques sociales, pour qu'elles existent, il faut qu'elles soient revendiquées comme un droit social. Et le droit à faire des communs doit devenir un droit social, en fait. Et là, ça nous oblige à avoir... et je pense que ça peut aussi reconfigurer les alliances. Parce que quand vous avez ce type de discours, vous pouvez aller voir les auteurs aussi, et les créateurs, parce qu'eux, en ce moment, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'avoir un statut social, que la propriété intellectuelle ne leur a jamais donné et ne leur donnera jamais. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un statut social, et ça, les commoners ont aussi besoin d'un statut social. Et là, on peut créer une alliance, à mon avis, en termes politiques même, qui aura la vraie possibilité de bouleverser des choses, plutôt que... Parce que si on reste sur le champ de la propriété intellectuelle, on sera dans l'affrontement avec les créateurs. Et moi, je l'ai vécu pendant 10 ans, ça, d'être complètement déchiré, parce qu'en fait, on se retrouve à s'affronter avec des créateurs, et ça empêche justement la transformation sociale. Donc voilà, moi, c'est un peu le virage que j'ai pu amorcer ces derniers temps, et je pense que le fait d'être passé par les droits culturels, ça m'a permis de réouvrir l'enclosure cérébrale que nous avait provoqué le phénomène d'enclosure à la base, quoi. Non, je voulais tout simplement, parce que je provoquais un peu avec ce mot, l'amour. Mais à mon avis, l'amour, je l'ai remarqué, car il n'a rien à voir, à mon avis, avec l'affectivité, que, à mon avis, implique la propriété. Et aussi, c'est plutôt, pour moi, une sorte d'expérience de mutualisme
ce qu'on peut appeler mutualisme, c'est-à-dire de vraiment mise en commun de ce qu'on peut donner, mais de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut penser, etc. Et dans ce cadre aussi, je pense qu'il faut aussi considérer que certaines... il ne peut pas, à mon avis, être, comment on peut dire, ingénu sur le fait que, oui, c'est vrai, il y a absolument un dialogue à faire avec l'État et tout ça, mais il ne faut pas non considérer que la production, par exemple, comme tu viens de le dire, de la culture, si on veut appeler comme ça, dans les lieux, dans les friches, etc., certaines fois, souvent, est capitalisée d'un point de vue économique, c'est-à-dire d'une perspective du capitalisme, par aussi les puissances de la gouvernance publique. Donc c'était plutôt pas de nier un dialogue, mais de trouver des formes de dialogue, de trouver des formes de négociation. Voilà aussi. Et je me demande un peu si, pour moi, ce n'est pas, je n'ai jamais pensé enfin à l'idée de communauté, plutôt à être en commoning, c'est-à-dire plutôt à quelque chose qui est vraiment en prise de conscience. Et même si on arrive dans un endroit, dans un milieu qui agit déjà en common il y a longtemps, etc., c'est à moi que j'arrive de comprendre comment je peux dynamiser ma relation avec cette communauté. La communauté, dans mon pensée, c'est quelque chose qui m'évoque une clôture et pas une ouverture. Donc, j'ai un peu de difficulté à penser la communauté plutôt à l'être en commun, qui, à mon avis, est aussi porteur de mouvement, d'un dynamisme, voilà. Et donc, ce que je voulais, enfin, pour conclure, c'était de trouver toujours un peu de formes de négociation qui sont peut-être aussi des fonds qui surgissent des situations, voilà, du présent, du moment donné. On va... Oui, ça y est. Donc, c'était juste pour dire qu'il est 22h30. Il y a pas mal de gens qui sont en train de partir parce qu'il y a des transports en commun, je ne sais pas quoi, des trains. Donc, on peut peut-être... je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent encore prendre la parole. Quelques questions, mais on ne va pas tarder à clôturer. Voilà. Sinon, je veux bien donner juste quelques éléments de réponse ou de conclusion. Enfin, c'est pas forcément de réponse, mais moi, je veux bien repartir un peu de la fin, finalement, du cercle des interventions. Parce que je pense qu'effectivement, d'abord, moi, je trouve que faire ce basculement de réfléchir en termes de catégories de communs par la nature des ressources qui étaient mises en jeu, ou par la nature je dirais presque de l'économie qui était mise en jeu derrière la propriété intellectuelle, de passer de ça à une vision qui est beaucoup plus transversale ou qui ramène, effectivement, comme tu dis, pour reprendre ton expression, Lionel, tout n'est que commun social. Moi, je partage cette opinion là depuis un certain temps. Donc, je pense que c'est plutôt la marque. Pour moi, c'est la marque d'un progrès vraiment intéressant. Maintenant, je suis pas sûr que de basculer de la ressource à la communauté soit suffisant. Je pense qu'il y a quelque chose qui transcende l'ensemble et que oui, bien sûr, la communauté a son importance là, mais c'est pour ça que moi, si on devait nommer une catégorie, je mettrais en avant la dimension politique des communs et pas seulement leur dimension sociale, parce que je pense que la dimension sociale est importante, mais ça va au-delà de ça, et c'était un peu le sens de mon propos. Donc tout ça n'enlève rien à ce que tu as dit ou aux remarques qui ont été faites sur l'importance des droits culturels et comment est-ce que les droits culturels ont amené à cette question-là d'une certaine manière dans le mariage avec la question sociale, avec la question
des droits sociaux au sens large. Et le deuxième point sur lequel je veux bien réagir, c'est la question du rapport avec l'État et un peu ce que tu disais, Michel. Loin de moi l'idée de penser qu'il faut échanger l'État contre la société civile. Je pense qu'au contraire, il faut reconnaître que c'est les deux ensemble qui doivent travailler et pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Et que quand j'ai dit tout à l'heure que on a tendance à penser que le social ou la solidarité et la production de la puissance publique, en fait, ça n'est pas seulement le cas, c'est le cas et c'est important, et il faut le reconnaître, mais c'est aussi produit par les gens dans la société qui contribuent à produire la solidarité. Et que ça soit à travers l'exercice des droits culturels ou à travers l'exercice d'autres droits, ça reste le cas de toute façon. Donc je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses, bien une articulation entre les deux, et qu'autour de ces questions-là, effectivement, doivent se recomposer, je dirais, les forces des communs, de manière à ce que ça soit productif, quoi, ou contributif, pour reprendre ton expression. Voilà. Je veux bien, si quelqu'un d'autre veut intervenir, on peut intervenir, mais comme le temps nous est compté, je veux bien qu'on s'arrête là, peut-être. Merci beaucoup d'avoir organisé cette journée.